Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, M. Lassane Pierre Yanogo, avocat et maire de l'arrondissement 2 de Ouagadougou. Bonsoir, maître. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité à venir donc nous voir sur le plateau de Sur la Brèche. Alors, maître, vous êtes titulaire d'une licence en droit obtenue en 1996 à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Ouagadougou, d'une maîtrise en droit des affaires obtenue l'année suivante, donc en 1997, toujours à la faculté de droit de l'université de Ouagadougou, et d'un DSS en droit des affaires obtenu également à l'université de Ouagadougou. Mais entre-temps, en 1998, vous avez fait votre entrée donc au barreau en obtenant votre certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Alors pour commencer, maître, d'abord le droit pour vous. Est-ce que c'était un hasard de parcours ou est-ce que c'était véritablement une vocation au départ? Je pense que ce sont les deux à la fois. Parce que, né dans mon village profond, je ne connaissais pas ce que c'est que le droit. Mais déjà sous la Révolution, nous suivions les TPR à la radio. Et ça me donnait de voir mais qui sont ces gens qui connaissent tellement qu'ils posent des questions aux gens pour établir la vérité, pour juger les gens. Et donc, l'idée d'un jour devenir juge déjà était là, même si je ne savais pas comment ça se passait. Et nous avions également un de nos aînés qui était juge TPR, hein, c'était l'enfant du catéchisme. Et donc tout ça, ça faisait penser à un jour devenir juge. Mais je ne savais pas qu'il fallait faire du droit parce que je ne savais pas qu'il y avait une matière qui s'appelle droit. Et donc par la suite, on a évolué. Et voilà, je me suis retrouvé à faire droit lorsque l'occasion m'a été donnée après mon bac. Et donc c'est ainsi que la vocation est née. C'était la fascination de la robe? Oui, d'abord pour la magistrature et ensuite par les circonstances, je suis tombé chez les avocats et je ne me plains pas non plus. Alors maître, vous êtes entré au barreau donc, en 1998. Vous avez obtenu votre certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Justement, le barreau, est-ce que là également c'était un choix ou est-ce que, parce que souvent certains, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi peut-être à entrer à la magistrature qu'ils sont entrés donc, au barreau. Est-ce que c'était votre cas? Le barreau était un choix. Parce que j'ai été marqué par le procès de Ernest Nongoma Ouedraogo et j'avais demandé à mon professeur de droit pénal qui était Madame Ilboudo, Monique, qui nous avait critiqué les insuffisances de cette décision. Nous lui avions demandé mais pourquoi une telle décision, pourquoi c'est illégal et tout et tout. Et elle nous avait laissé entendre que bon, lorsque la procédure concerne des personnalités, il est possible que tout le droit ne soit pas dit dans toute sa plénitude. Et donc, j'avais commencé à être déçu de savoir que je pouvais être jugé que je ne sois pas en mesure de dire le droit tel que je le ressens. Et donc, qu'est-ce qui vous offusquait dans ce cas précis concernant donc Ernest Nongoma Ouedraogo, qui, je rappelle, était un des grands leaders de la Révolution? Oui, parce que c'était un procès en diffamation. Et particulièrement, la critique qui était faite, c'est que la plainte ne pouvait être portée que la personne qui se sentait lésée dans les propos censés être diffamatoires. Alors qu'en l'espèce, c'est le procureur qui avait ouvert une information et qui avait porté l'affaire devant les juridictions. Et donc c'était la critique majeure qui avait été faite en matière de procédure pénale. Et donc ça nous a un peu révoltés de voir que, bon, il arrive que le droit ne soit pas dit comme on le souhaite. Et depuis, donc, j'ai pensé que, bon, je ferais mieux d'être dans une profession indépendante où j'organise la défense de mes clients comme je l'entends. Et c'est ça qui m'a poussé beaucoup à aller vers la profession d'avocat. Donc vous aviez donc peur de ne pas avoir justement cette liberté parce que vous pensez que le juge n'est pas toujours maître de ce qu'il fait? Oui, à l'époque, en tout cas, c'est la conviction que j'avais. Et en plus, après la maîtrise, j'ai eu une bourse pour aller à Dakar pour faire un DEA, pour à la suite faire un doctorat en droit. Mais lorsque j'ai été reçu au CAPA, moi j'ai décliné un peu cette bourse-là et puis je suis resté pour accéder à la profession d'avocat. Alors en 2008, vous êtes élu président de l'Union des jeunes avocats du Burkina Faso. D'abord, cette union, il faut le dire, maître, ce n'est pas l'union la plus connue au Burkina Faso. Quel est le rôle de cette union des jeunes avocats? L'Union des jeunes avocats a joué un rôle énorme de par le passé.
je retiens des illustres présidents comme Maître Sankara Benewende, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, qui ont quand même porté cette association-là au devant de la scène dans certaines luttes. L'objectif principal de cette association, c'est de promouvoir les droits des jeunes avocats. Vous savez, quand vous êtes jeune avocat, vous n'avez pas le même problème que ceux qui sont déjà installés, qui ont une clientèle, qui ont un cabinet, qui n'ont pas de soucis. Il faut passer par des stages. Il faut passer par des formations, il faut passer par des stages, comme vous dites. Et souvent... Peut-être qu'il faut être le nerf de quelqu'un avant de pouvoir peut-être s'affranchir. Oui, mais je pense que c'est des étapes obligatoires, parce que si vous n'apprenez pas non plus comment travailler pour quelqu'un, vous ne pourrez jamais travailler pour vous-même. Donc c'est un passage obligé et il faut aussi encadrer ça pour que ça ne soit pas exagéré, l'exploitation des jeunes. Alors l'Union des jeunes avocats a également pour rôle de contribuer à l'enracinement de la règle de droit, de la connaissance du droit dans la société, à travers des campagnes de sensibilisation, à travers des formations qui peuvent être faites à l'endroit des populations en général. Et je vois que l'Union est en train de revenir sur la scène parce que dernièrement, j'ai vu l'équipe entrante qui a fait des activités à Oum Kizito et à Saba, en tout cas à l'endroit des personnes défavorisées pour les fêtes de fin d'année. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont arriver à remettre sur selle cette association qui est si noble. Alors, maître, arrêtons-nous un peu sur la profession d'avocat. Parce qu'actuellement, d'une manière générale, aux yeux du citoyen lambda, oui, l'avocat, ce n'est pas du tout un homme dont le service est accessible. Parce que, d'une manière générale, dès qu'on prononce le nom avocat, les gens voient tout de suite voilà, des émoluments et peut-être, en tout cas, des sommes qui sont souvent hors de leur portée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réalité ou est-ce que c'est un cliché aujourd'hui dont souffre un peu le corps? Je pense que c'est vrai, la profession d'avocat est une profession indépendante et ceux qui exercent cette profession ne sont pas rémunérés, ils n'ont pas un salaire. Donc, il est normal que ces personnes-là puissent rémunérer par leurs clients pour qu'ils puissent d'abord faire fonctionner leur cabinet, faire vivre leur famille et ensuite faire les recherches qu'il faut pour être au diapason des informations juridiques à même d'assurer une très bonne défense. Donc, vous voyez que cela implique des coûts qui ne peuvent être supportés que par les clients. Mais en même temps, les avocats font énormément du social. Il n'y a pas un seul cabinet d'avocats qui ne prend des dossiers dans le cadre du social. Parce qu'il y a des situations qui présentent à vous, des dossiers de pension alimentaire, des dossiers de travailleurs licenciés, où manifestement vous voyez que ces personnes-là ne peuvent pas vous payer, mais en même temps vous constatez qu'ils sont brimés dans leurs droits. Et les avocats les accompagnent tous les jours dans cet exercice-là. Donc peut-être que c'est lié à l'image que l'avocat renvoie au quotidien. On a l'impression que les avocats, oui, entre griffes, ils roulent un peu sur l'or, entre griffes. Non, ce n'est pas vrai. En tout cas, ils s'épanouissent largement au-delà de la moyenne. Il y a des professions qui sont mieux rémunérées que les avocats, à mon avis. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus être croulant, parce que si vous êtes croulant, si vous ne présentez pas bien non plus, personne ne viendra vers vous. Donc il faut avoir quand même cette présentation, cette dignité, en apparence comme au fond, qui puisse faire confiance et qui puisse vous permettre en tout cas de convaincre vos clients que en tout cas vous êtes un avocat à même d'assurer la défense. Alors avec cette union des jeunes avocats, vous participez à la coalition des OSC, oui, pour les réformes politiques et institutionnelles. Cette coalition-là même qui s'est engagée dans la lutte contre l'instauration du Sénat et la modification de l'article 37 de la Constitution, qui étaient donc deux projets phares contestés à l'époque par une partie de la société civile. Tout à fait. Déjà, sur quoi était fondé cet engagement-là dans ce combat contre ces deux projets? L'Union des jeunes avocats est une association de la société civile. Et donc, nous partageons les valeurs sociales de ce que la société burkinabé partage. Et en priorité, une organisation d'avocats doit se sentir interpellée lorsqu'elle estime que les règles fondamentales qui gouvernent notre société ne sont pas respectées ou sont en passe d'être trahies. Vous voyez que nous ne pouvons pas croiser les bras pendant que l'on tente de modifier l'article 37 de la Constitution. Est-ce que ce n'était pas un combat politique? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et c'était un combat citoyen aux côtés de beaucoup d'associations qui faisaient le même travail. Et vous verrez que
la plupart de ceux qui se sont enrôlés initialement pour contester la modification de l'article 37 et le Sénat, c'était des acteurs de la société civile. Et la société politique est venue par la suite. Donc, nous étions dans cette veine et nous avons joué notre partition. En 2012, donc, il y a ces élections, bien sûr, au Burkina Faso. Et là également, vous participez à la coalition des associations de la société civile, notamment pour les candidatures indépendantes. Voilà, à cette époque, quelle était la vision derrière ce combat pour les candidatures indépendantes? La vision derrière ce combat était simple. Il ne faudrait pas qu'une personne soit obligée d'être dans un parti politique pour pouvoir solliciter le suffrage du peuple. C'est un respect des droits fondamentaux de la personne qui fait qu'on ne pouvait pas obliger les gens à être uniquement dans des partis politiques pour solliciter le suffrage du peuple. Et donc nous nous sommes engagés pour la liberté démocratique, la liberté politique, et c'est dans ce cadre que nous nous sommes associés à cette lutte-là. Et d'ailleurs, l'aspect judiciaire de ce combat a été porté par l'Union des jeunes avocats. Puisqu'à l'époque... À l'époque, vous avez déposé des candidatures. Absolument. L'idée principale par la coalition, c'est de faire des publications, de rencontrer les différentes formations politiques et autres pour discuter. Et nous avons l'idée de dire, pourquoi ne pas déposer des candidatures? Et si les candidatures sont rejetées par la CENI, nous allons faire des recours et voir qu'est-ce que les juridictions vont décider. Et c'est ce que nous avons fait. La coalition a accepté. La coalition des indépendants du Kadioro a déposé une liste qui a été rejetée et nous avons engagé un recours devant les juridictions. Malheureusement, ça a pris du temps et au moment où le Conseil d'État devait trancher sur la question, la transition était passée par là et avait vidé la question en permettant les candidatures indépendantes. À l'époque, est-ce que vous aviez véritablement des ambitions politiques ou était-ce juste pour faire bouger les lignes? C'était juste pour faire bouger les lignes. C'était juste pour faire bouger les lignes. Nous n'avions pas l'idée de nous engager et ce n'est pas des combats individuels. Je pense que l'Union des jeunes avocats avait un bureau et toutes les fois qu'il fallait prendre des actions, le bureau se prononçait et décidait de ce qu'il y avait comme acte à poser. Chemin faisant donc, en 2014, 30-31 octobre, l'insurrection populaire qui vient donc mettre fin aux 27 ans donc, de pouvoir du président Blaise Compaoré. Et là, vous vous engagez au mouvement du peuple pour le progrès, dont aujourd'hui vous êtes membre du bureau politique. D'abord, vous l'avez dit, au départ, même quand vous aviez déposé des candidatures, ce n'était pas lié à une ambition politique. Qu'est-ce qui explique précisément à ce moment donc cet engagement au sein du nouveau parti à l'époque, le mouvement du peuple pour le progrès? Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que nous étions effectivement dans la lutte dans le cadre de la société civile. Et un jour, j'ai un ami de la fac qui est passé me voir et je lui ai expliqué qu'il y avait des mécanismes internationaux qui sont prévus pour s'opposer légalement à la modification de l'article 37, notamment en exerçant des recours devant la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja. Et ce monsieur m'a dit, bon, lui, il est un ami de Salif Diallo. Lui, il ne peut pas décider, mais si je veux bien devenir, il va m'accompagner chez lui et je vais lui expliquer quels sont ces mécanismes-là. Donc, il m'a amené, on a échangé. Et à la fin, feu Dr Salifou Diallo m'a demandé, mais est-ce que vous êtes engagé? Je lui ai dit oui, je suis engagé. Il m'a dit où est-ce que je suis engagé? Je lui ai dit que c'était dans la société civile. Et il m'a dit non, je pense qu'il faut que vous vous engagez politiquement parce que on a besoin de personnes convaincues, de personnes de qualité pour renouveler la classe politique. J'avais été sceptique, j'avais dit que ça ne m'intéressait pas. Et ensuite, c'est mon ami là qui est repassé me voir pour me dire que non, le président tient à ce que tu t'engages. Il a donné son numéro, vraiment, il faut que tu t'engages. Bon, et je suis allé m'inscrire au niveau du siège du MPP. Mais avant cela, j'avais eu la chance de rencontrer un avocat danois qui m'avait parlé de la social-démocratie au Danemark. La social-démocratie qui est bien sûr l'idéal politique du MPP. Voilà, il m'avait parlé de la social-démocratie au Danemark qui était caractérisée essentiellement par une société dans laquelle l'État prélève suffisamment d'impôts. Vous avez des taux d'imposition sur les sociétés de l'ordre de 60 à 70%. Et en contrepartie, il y a ce qu'on appelle un État-providence quasiment, où presque tout est pris en charge par l'État, que ce soit l'éducation, la santé, les connexions Internet, ainsi de suite. Alors, j'ai trouvé ça tellement beau que
je me suis dit, bon, ben, s'il y a un parti au Burkina qui s'engage sur cette voie, moi, ça m'intéressait de m'y engager. Mais à l'époque, justement, est-ce que vous n'aviez pas des appréhensions? Parce qu'il y avait donc Feu Salifou Diallo, bien sûr avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, mais aussi M. Simon Compaoré, sur qui pesaient toujours quand même des soupçons, parce qu'ils étaient également voilà, de l'ancien régime. Ils venaient donc de claquer la porte pour créer ce nouveau parti. Mais il y avait toujours ces doutes-là. Qu'est-ce qui vous rassurait? Non, moi, je ne me suis pas engagé comme le disciple de qui que ce soit. Je me suis engagé comme militant d'un parti politique. Et pour moi, c'est la ligne politique qui m'intéresse. Parce que je sais que Feu Dr Salifou Diallo lui-même disait que eux, ils n'ont plus 10, 15, 20 ans dans la politique. C'est vraiment créer les bases pour qu'une nouvelle génération puisse prendre en main les affaires du pays à travers des idées et des actions qui puissent amener au développement. Mais je ne me suis pas engagé parce que je ne connaissais aucun d'eux de façon personnelle. Mais d'aucuns diront que c'est peut-être une question d'opportunisme politique. Oui, je ne peux pas empêcher les gens d'analyser comme ils l'entendent, mais je sais seulement que quand je suis parti là-bas, c'était juste pour lui donner des idées à l'invite d'un de mes amis. Et bon, ça s'est présenté, j'ai trouvé pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer. Et puis bon, voilà, on s'est engagé. Et je pense qu'il est bon que les intellectuels, les jeunes, il faut que les gens s'engagent dans la politique pour que les débats d'idées s'installent vraiment dans les partis et pour que nous ayons des partis de qualité qui puissent un jour avoir des projets fiables pour ce pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation du Burkina, est-ce que ces conditions-là sont remplies? Est-ce qu'au sein de votre parti, par exemple, ce débat d'idées-là se mène aujourd'hui? Parce qu'on a toujours été habitué quand même à ce qu'il y ait des hommes forts au sein des partis qui dictent le chemin à suivre et les autres suivent. Les hommes forts, c'est ça qui tue les partis. Il faut que le parti lui-même soit fort. Et dans un parti comme le nôtre, c'est un parti qui est jeune. Quel que soit ce qu'on peut penser, c'est un parti qui est jeune. Même s'il y a des anciens politiques qui sont dedans, c'est un parti qui est jeune. Et je pense que le MPP est en parfaite croissance et il travaille à ce que le débat démocratique interne puisse s'installer. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va s'acquérir, mais avec le temps, je pense que tout va aller. Vous, par exemple, vous êtes jeune, vous êtes intellectuel et vous êtes également un homme de droit. Comme vous l'avez dit, vous avez expliqué un certain nombre de choses à Feu Salifou Diallo à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, la parole est libérée? Est-ce que vous êtes capable de remettre en cause, par exemple, des choses à l'interne au niveau du parti? J'imagine, par exemple, M. Simon Compaoré qui décide de quelque chose. Est-ce qu'il y a de la place à la contradiction? Il y a des instances au niveau du parti pour échanger. Vous avez les sessions du bureau politique national où toutes les questions concernant la vie du parti sont débattues. Et bien évidemment, personne ne vient avec des idées arrêtées. Vous pouvez me croire que quand vous venez à une session du bureau politique national du MPP, c'est vraiment des débats houleux. Et donc, celui qui veut prendre la parole, prend la parole. Et à la fin, c'est adopté après consensus, après en tout cas des débats, pour tenir compte aussi des opinions des uns et des autres. Sinon, la parole n'est pas muselée au niveau du MPP. Alors, Maître Yanogo, 2015, vous êtes élu donc maire de l'arrondissement 2 de Ouagadougou. Alors, actuellement, peut-être, je peux dire que vous êtes chanceux parce que vous êtes voilà, maire d'un arrondissement dans lequel il n'y a pas les mêmes problèmes que dans les autres, notamment donc, ces problèmes liés donc, au passif foncier, ce lourd passif foncier que traînent la plupart donc, des arrondissements. Alors, il y a les commissions chargées de l'appurement de ce passif-là qui viennent de prêter serment. C'était le cas à Ouagadougou, mais également à Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez vraiment que ces commissions-là puissent nous permettre de résoudre ce passif quand on regarde l'ampleur de la situation? Il est difficile pour moi de prévoir ce qui va se passer, mais je pense qu'effectivement, comme vous le dites, l'intérêt de ces commissions, c'est d'abord de diagnostiquer l'ampleur du mal. Et maintenant, on verra s'il y a la possibilité de trouver des solutions. Parce que si vous voulez remettre en cause des parcelles qui ont été attribuées il y a 10 ans, il y a 15 ans, sur lesquelles soit les personnes ont investi, ou bien les personnes ont fait des transactions, ça devient difficile. Mais si les problèmes sont clairement identifiés, je pense qu'on pourra voir quelle direction, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle solution peut être proposée pour qu'on sorte de là. Et justement, est-ce que ce n'est pas une illusion? Parce qu'on a vu quand même certains hommes politiques dire ouvertement, voilà, on va retirer des parcelles et tout ça. Est-ce que ce n'est pas de la démagogie? Parce que comme vous l'avez dit, une parcelle, même si elle a été illégalement attribuée, depuis 15-20 ans, on a donc des investissements qui sont faits dessus. Est-ce que ce n'est pas
illusoire de penser qu'on puisse la retirer comme ça du jour au lendemain. Bah, vous posez une question qui a trait aux solutions possibles. Parce que une des solutions que les gens pensent, c'est de voir si on peut, dans le cadre de ce travail-là, identifier les problèmes et dans le cadre des lotissements à venir, pouvoir solutionner en donnant des parcelles à ceux qui ont injustement été privés et autres. Maintenant, je pense que ça va être assez difficile de retirer aujourd'hui des parcelles à des gens qui les ont acquis, je dirais conformément à la loi, mais parce qu'il y a des commissions qui ont été mises en place pour le faire et qui ont eu à attribuer ces parcelles-là. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il y a des possibilités de sanctions, qu'est-ce qui peut être fait, mais ça serait précipité de ma part de dire quelles peuvent être les solutions. Je pense que ces commissions sont là pour identifier les problèmes et par la suite, on verra quelles sont les solutions qui peuvent être proposées. Alors, maître, on a vu également ce qui est arrivé à Bobo Dioulasso, notamment donc, dans l'arrondissement 7, si je ne m'abuse. Le maire qui a pris une décision quand même forte parce que des habitations spontanées ont été détruites. On a vu ces images qui ont circulé à la télé comme sur les réseaux sociaux. Est-ce que là également, ce n'est pas une solution extrême? Extrême, je n'ose pas le dire. Ça dépend de la légalité de l'acte que le maire a posé. Parce que si c'est des habitations spontanées et le maire a mis en demeure ces personnes de libérer parce que ça vient d'être construit, parce que vous savez, il y a des constructions spontanées qui continuent de proliférer. Et souvent, il arrive que le conseil municipal décide que telle zone ne doit pas faire l'objet de construction. Maintenant, si des gens continuent à le faire, je pense que le conseil a un droit de prendre une délibération autorisant le maire à pouvoir déguerpir. Mais là, je parle surtout de ces images de familles voilà, qui voient leurs investissements démolis, des femmes en larmes. Voilà. Est-ce que ça, ce n'est pas peut-être, disons, une solution extrême et inhumaine à la limite? Vous voulez que moi je juge les actes posés par un de mes collègues, mais je ne pense pas que ce soit très indiqué de ma part. Maintenant, je pense que chacun pose les actes en fonction des réalités qu'il a dans son arrondissement, dans sa commune. Et s'il y a des questions d'illégalité qui se posent, je pense que c'est des actes qui peuvent être contestés d'une certaine manière. Mais l'un de moi, l'idée d'apporter un jugement de valeur sur les actes que pose un autre maire dans son arrondissement. Vous pensez qu'il faut passer forcément par la force aujourd'hui? Non, pas forcément, mais la force aussi n'est pas exclue. Parce que tant que on ne va pas faire comprendre que la règle de droit doit être accompagnée par la force si nécessaire, je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Il faut d'abord faire comprendre raison. Et si maintenant il y a de persistance dans le non-respect des règles de droit, appliquer la légalité dans toute sa rigueur. Et dans le même temps, pendant qu'on parle de ce lourd passif, donc on n'a pas fini de solutionner, il y a aussi cette question des sociétés immobilières. Parce qu'au moment où les lotissements sont suspendus, ces sociétés immobilières continuent donc de faire leur travail sur le terrain et donc de mettre en valeur des hectares et des hectares. Est-ce que là, ce n'est pas un autre passif qu'il va falloir gérer après? Parce que les problèmes ont déjà commencé. La question des sociétés immobilières est effectivement pertinente. Parce que, de mon point de vue, il ne me semble pas normal qu'on puisse interdire au pouvoir public, notamment aux maires, de procéder à des lotissements et qu'on puisse permettre à des sociétés privées de faire des lotissements. Ce qu'ils font, c'est ni plus ni moins que des lotissements. Et donc, je pense que sur ce point, il y a lieu de se pencher sérieusement sur la question parce qu'il y a des villages qui vont disparaître. Ces sociétés immobilières arrivent, ils achètent des hectares, ils donnent quelques parcelles aux personnes influentes ou bien aux propriétaires terriens et le reste, ils font des lotissements. Je pense que c'est un sérieux problème sur lequel le gouvernement devrait prendre des mesures pour un peu limiter ces effets parce que ça risque d'être lourd pour nous. Alors, maître, nous allons évoquer à présent le bilan des 3 ans de mandat du président Roch Marc Christian Kaboré. Rien de positif selon l'opposition qui estime que Roch, la solution est devenue Roch le problème. Alors, le président avait pris des engagements forts parce qu'on ne va pas revenir un peu sur voilà, ce verre à moitié vide ou ce verre à moitié plein. Ouais. Mais aujourd'hui, quand on écoute la majorité, chaque fois quand on fait le bilan, on met quand même en parallèle la situation particulière, à savoir l'insécurité, qui a donc été un facteur qui n'a pas, en tout cas qui ne favorise pas, en tout cas l'exécution du mandat, le programme présidentiel.
est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de tenir un langage de vérité? Parce que dans le même temps qu'on entend les acteurs politiques de la majorité poser ce problème de l'insécurité, mais les objectifs fixés au départ sont maintenus. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de recadrer les choses et dire aux Burkinabés, voici les objectifs de départ, mais vu la situation actuelle, on ne pourra pas? Mais ce que vous dites est tellement juste que, vous voyez, nous étions dans un pays qui ne connaissait pas ces actes terroristes. Et c'est dès le lendemain de l'installation de la présidence de serment du président Kaboré qu'on se retrouve à être attaqué. Et depuis, pas de répit. Il va sans dire que beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts qui étaient destinés à réaliser certains projets vont être dirigés vers les actions de défense, vers d'autres actions de prise en charge des personnes qui sont victimes de ces actes de terrorisme-là. Et donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse tenir un langage de vérité pour dire aux gens, ben, voilà l'objectif de départ, mais voilà ce que la situation nouvelle, la situation actuelle nous contraint à faire. Et donc, nécessairement, on est obligé de revoir, de réorienter les actions en fonction des priorités du pays. Et pour ceux qui pensent que le président Roch n'a rien fait, je ne suis pas prétentieux pour vous faire le bilan du président Kaboré, parce qu'il y a le Premier ministre qui est le chef du gouvernement qui a dirigé l'action gouvernementale, qui se fera le plaisir de faire le point. Mais je pense que pour ceux qui veulent être un peu objectifs, ils savent que beaucoup de choses ont été faites dans ce pays. Mais quand même, il y a des objectifs, des grands objectifs qui étaient fixés, très ambitieux. Oui. Zéro corvée d'eau, zéro école sous paillote, voilà le bitumage d'un certain nombre de voies. Il est clair que, comme vous le dites, comme on le voit également, il y a certaines choses qui sont faites, mais manifestement, quand on regarde actuellement avec la situation qui se présente, il est clair que 2020, ça va être difficile de tenir peut-être certains engagements. Non, il est clair qu'on ne pourra pas, à mon avis. Parce que, mais beaucoup de choses se font comme vous le dites. Le bitumage des voies, tout le monde le voit. Les fourrages, je sais que lors d'une rencontre, le Premier ministre avait fait le point de plus de 5000 fourrages qui ont été implantés depuis l'action gouvernementale. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais comme je le dis, il m'est difficile ici de vous dire voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas pu être fait. Je pense qu'il est bon que le gouvernement puisse un peu tenir un langage de vérité pour dire bon, les objectifs de départ, les voici, voilà ce qu'on a réalisé à mi-parcours, voilà les contraintes qui se présentent à nous et on est obligé de réorienter les choses parce qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment de quasiment tout consacrer à la question de la sécurité. Alors, maître, il y a également quand même certains avis qui estiment aujourd'hui que la scène politique burkinabé n'est pas à la hauteur un peu de l'urgence aujourd'hui dans laquelle se retrouve notre pays. Parce que quand on regarde la situation et les débats politiques, parce que les guerres politiques se poursuivent, on s'oppose sur tout pratiquement, même sur l'essentiel, à savoir donc ce combat contre le terrorisme. Est-ce qu'il n'est pas malsain aujourd'hui véritablement de poursuivre ces guerres politiques dans le contexte actuel? Absolument. Parce que dans une société, il y a plusieurs contradictions. Mais il faut à chaque fois savoir identifier les contradictions principales des contradictions secondaires. Mais pendant que le pays, son intégrité même est menacée, pendant que chaque jour, quasiment, il y a des populations qui tombent, je pense que les gens devaient faire l'économie des guerres internes pour essayer de préserver l'intégrité du territoire, la paix nationale. Et dans une situation de paix, ben, chacun aura le loisir maintenant de développer ses arguments politiques, ainsi de suite. Donc, si j'ai un message à passer, c'est vraiment que les gens soient à la hauteur des priorités du pays aujourd'hui et que nous puissions aller dans une unité indéfectible vers le combat contre notre ennemi commun qu'est le terrorisme. Donc, on estime d'ailleurs qu'actuellement, il va falloir donc que opposition et majorité finalement se donnent la main, même en termes d'ouverture politique, se mettre ensemble, peut-être un gouvernement d'union pour pouvoir donc ensemble s'occuper donc de cette question prioritaire et éviter donc cette guerre de tranchées qui se poursuit. C'est une question qui dépasse ma capacité d'avis parce que ces genres de choses sont décidées au niveau des
des partis politiques. Des états-majors. Exactement, des états-majors des partis politiques. Mais si les responsables des partis politiques peuvent effectivement échanger et qu'ils trouvent que c'est opportun, ben, si c'est par là que doit passer la solution, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut faire l'économie d'aucune solution pour sortir le pays de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, Maître Yanogo, on va évoquer les questions d'actualité à présent. Okay. Actualité toujours marquée donc par le drame de Yirgou, qui a donc indigné les Burkinabés le jour de l'an, avec en tout cas cette attaque terroriste suivie de représailles. Bilan, près de 49 personnes donc, qui ont perdu la vie. Ce samedi, il y a donc le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés qui a appelé à une marche pacifique pour dénoncer cet état de fait, mais également appelé donc à la cohésion. D'abord, comment vous avez accueilli l'idée de cette marche-là? Avant de donner une appréciation sur la marche, je voudrais une fois de plus présenter mes condoléances à toutes ces personnes qui ont trouvé des parents ou des proches arrachés à leur affection dans ces événements douloureux. Comment je vais dire, souhaiter prompt rétablissement à ceux qui souffrent déjà toujours de maladies liées à ces attaques-là et condamner vraiment ces genres d'actes barbares qui sont inadmissibles dans notre pays. Maintenant, pour la marche, je la comprends comme étant une quête d'abord d'information. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que quand vous écoutez, il y a plusieurs versions. D'aucuns disent que c'est des attaques intercommunautaires, d'autres disent que c'est des Kogloyego, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il y a une enquête qui est ouverte. Le parquet devrait, à mon avis, communiquer sur les circonstances du drame. Je sais que l'instruction est secrète et qu'on ne peut pas dire dans les détails telle personne allait faire ci, telle personne est coupable de quoi, mais on peut dire qu'est-ce qui s'est passé en gros. Comment est-ce qu'on en est arrivé à là pour que les gens puissent savoir ce qui s'est passé. Deuxièmement, les gens veulent savoir à quel stade se trouve l'enquête. C'est vrai que le procureur de Kaya a dit qu'il y avait une dizaine d'enquêteurs qui étaient sur le terrain, qu'il y avait de l'enfant qui devaient venir, mais il faut, à mon avis, donner plus de précision, plus d'éléments pour rassurer les gens qu'il y a une prise en charge judiciaire du dossier et que le dossier avance. Parce que, voyez-vous, si on reste dans cet état, les gens vont avoir des positions tranchées sur les faits. Et à partir de là, commencer à développer des comportements. Si jamais, un jour, la justice vient dire que les faits là sont autres que ce qu'ils avaient, c'est comme si on avait voulu changer les faits là pour masquer quelque chose. Et là, ce n'est pas intéressant. Je pense qu'il y a lieu de donner une communication au fur et à mesure pour que les gens soient régulièrement informés. En fait, dans la marche, on entend donc les récriminations de beaucoup de gens, mais même avant la marche, d'aucuns estiment que ce n'est pas normal que jusqu'à aujourd'hui, il n'y ait aucune arrestation, par exemple. En tout cas, officiellement. C'est pour tout ça que je dis qu'il faut que le parquet puisse communiquer. Parce que, comme vous savez, c'est la justice qui peut arrêter, dans le cadre de l'enquête, savoir s'il y a des gens qui sont interpellés, et à interpeller du moins et les interpeller. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et donc, il est temps que le parquet puisse communiquer sur l'état d'avancement de la procédure. Voilà ce que je pense. Il y a en tout cas, d'aucuns pointent déjà du doigt un doigt accusateur un peu sur les Kogloyego de la zone qui serait donc à l'origine de tout cela. Et le débat donc sur la dissolution de ces groupes d'autodéfense refait surface. Beaucoup réclament la dissolution pure et simple de ces groupes d'autodéfense. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Je pense qu'il faut se poser la question pourquoi les Kogloyego sont là. Les Kogloyego, comme d'autres groupes, sont des groupes d'autodéfense qui ont été développés par les communautés pour se défendre parce que, comme vous le savez, nous sommes des pays qui ne pouvons pas avoir des forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire. Et c'est dans ce manque de défense institutionnelle que des groupes se sont auto-formés pour se défendre. Et vous avez les Kogloyego, vous avez également les Dozo et probablement qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. J'ai bien peur que la seule dissolution des Kogloyego soit la solution. À mon avis, il faut essayer d'encadrer au maximum l'activité de tous les groupes d'autodéfense pour d'abord s'assurer que ce sont des personnes qui font que du travail de renseignement, du travail peut-être d'interpellation, mais surtout
que ce soit des personnes qui travaillent avec la police et la gendarmerie. Que s'il y a des situations, ils puissent alerter ceux-ci et au besoin leur donner un coup de main. Et si parmi eux, il y a des dérives, mais il faut qu'ils soient sanctionnés. Mais justement, c'est ce que le politique dit depuis longtemps. On va les encadrer, on va trouver le mécanisme de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Mais jusqu'à présent, on voit quand même qu'il y a toujours des dérives. On a vu ce qui est arrivé à Tanguin récemment. Ça, c'est à Ouagadougou, ici, au marché donc, de Tanguin. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Aujourd'hui, on voit même des Koroleogo qui ont peut-être des ordres de mission, qui se promènent avec leurs fusils en bandoulière, voilà, au vu de tout le monde. Est-ce que ça ne vous Des ordres de inquiète mission régulièrement signés par l'autorité administrative? pas par l'autorité, mais eux, ils édictent, ici, ils élaborent des ordres de mission. Ils fonctionnent carrément comme une structure. On a vu ça sur les réseaux sociaux cette semaine. Voilà des ordres de mission de Koroleogo qui circulent. Oui, ça c'est ce que je dis. Je pense que ce n'est pas des choses normales qui ne devraient pas arriver. Mais la solution non plus, à mon avis, n'est pas la dissolution du jour au lendemain. Parce que si vous faites une dissolution et que le problème de sécurité n'est pas réglé, on a de fortes chances d'avoir une autre forme encore d'organisation. Maintenant, je pense qu'il faut que l'effort soit fait pour que l'encadrement puisse exister. Est-ce qu'il ne faut pas être peut-être plus rigoureux? Absolument, il faut être rigoureux parce que des gens qui peuvent procéder à des arrestations, qui peuvent infliger des souffrances aux gens, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'encadrement. Et je n'ai pas la solution magique, mais il faut sérieusement que le ministère de la Sécurité puisse se pencher sérieusement sur cette question, parce qu'il n'est pas normal que des groupes puissent rendre justice à eux-mêmes, parce qu'on ne sait pas toujours quels sont les mobiles qui sont derrière. Mais avec un encadrement, avec un contrôle et surtout avec la sanction de ceux qui commettent des actes contraires à la légalité, ça doit être envisagé. Aujourd'hui, maître, la question qui se pose également, c'est comment recoller les morceaux. Selon vous, comment recoller les morceaux entre ces communautés qui vivaient en parfaite symbiose depuis donc des lustres et qui en arrivent donc à se retourner les unes contre les autres? Je pense dans un premier temps que la chose qu'il faut faire d'abord, c'est inviter tout le monde à avoir un langage apaisé. Je le dis parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux ou sur certaines plateformes des doigts accusateurs sur des communautés ethniques, et je pense que c'est très dangereux. Il faut que les leaders d'opinion, qu'elles soient politiques, qu'elles soient associatives, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient de toute nature, il faut que nous ayons à cœur de manipuler l'information avec beaucoup de dextérité. Parce que si nous laissons passer des expressions ethniques, il va être difficile de recoller les morceaux parce qu'on va même produire l'effet contraire, à savoir que il y aurait des replis identitaires ou ethniques et ce que nous n'avons jamais vécu peut se produire. Donc, d'abord, c'est ça. Deuxièmement, il faut rechercher les auteurs et les causes de ce qui s'est passé. Une fois qu'on a ça, je pense qu'on peut identifier les voies et les moyens pour qu'on trouve des formules d'une forme de réconciliation sincère entre ces communautés-là. Bien évidemment, il faut que la justice soit rendue pour que ceux qui ont commis des actes inacceptables soient vraiment sanctionnés pour l'exemple et également pour la réparation. Autre point d'actualité cette semaine, donc, c'est la nomination du nouveau chef d'état-major général des armées en la personne donc, du général Moïse Mimengou. Alors, comment vous avez déjà accueilli ce changement à la tête du commandement militaire? En fait, je n'ai pas une appréciation particulière à faire. La seule chose que j'ai regrettée, c'est avoir vu que le général Sadou a été limogé. Et j'ai vu ça sur France 24 et après sur certains réseaux. Je trouve que non. Ce n'est pas un limogeage, c'est un remplacement de quelqu'un par une autre personne. Je pense qu'il n'y a pas de poste qui soit inamovible pour qui que ce soit. Et si, pour une raison donnée, on estime que face à une situation, ne serait-ce que par l'expérience, telle personne a eu à gérer des situations et qu'il peut mieux gérer la situation, ça peut expliquer que cette personne soit appelée à remplacer celui qui est là. Pas parce qu'elle ne le mérite pas, mais peut-être par l'expérience, il y a quelqu'un qui est mieux indiqué pour faire face à la situation. Donc, je pense que la communication sur ce point également mérite d'être revue. Peut-être que certains estiment que c'est
peut-être au regard un peu des résultats qui ne sont pas à la hauteur que ce changement est intervenu. Quelle que soit la situation, je ne connais pas personnellement le général Mengu. Sadou, mais les personnes que je connais qui le connaissent disent de lui que c'est un très bon militaire et que c'est une personne de très grande qualité. Quant au nouveau CMGA, lui je le connais parce que c'était un aîné du quartier et je pense que ce qu'il peut attendre de nous, c'est que tout le monde s'engage pour l'accompagner. Il faut que nous laissions les critiques savantes. Vous avez sur les réseaux sociaux chacun qui raconte ce qu'il veut. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Nous avons aujourd'hui des gens qui ont été mis à une place pour défendre la nation. Nous devons nous tous mobiliser derrière ces personnes-là pour leur apporter tout le soutien dont ils ont besoin pour pouvoir tirer notre pays de cette situation. Selon vous, aujourd'hui, quelle doit être la priorité? Parce que le président du Faso l'a indiqué également dans son message de fin d'année, il faut des réformes au sein des forces de défense et de sécurité. Pour vous, aujourd'hui, quelle doit être la priorité du nouveau CMGA? Pour moi, en tant que citoyen, la priorité, c'est prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la sécurité revienne au Burkina Faso. Maintenant, à l'intérieur, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire faire des réformes au sein des forces armées. Je ne connais pas s'il faut des nominations, mais il faut prendre tout ce qui est techniquement possible et mieux approprié pour que nous puissions sortir de là. Et maintenant, il faut bien évidemment que l'État puisse accompagner le CMGA avec les ressources dont il a besoin, qui sont nécessaires pour pouvoir accompagner l'action des hommes. Justement, le président de l'Assemblée nationale, dans cette semaine en tout cas à l'hémicycle au cours de la plénière sur la prorogation de l'état d'urgence, a mis en garde entre griffes l'exécutif en estimant qu'il n'est plus question que la question du manque de matériel, par exemple, refasse surface. Je trouve que c'est très pertinent parce que quand j'apprends que à Tuéni, les gendarmes étaient entre-temps à court de munitions, bon, ça fait un peu... c'est difficile à comprendre. Et donc, il faudrait que tous les moyens possibles dont l'État peut soient mis à la disposition des forces de défense et de sécurité pour mener le combat pour ce pays. Alors, vous l'avez indiqué également, il faut qu'on se mette tous ensemble parce que, comme on l'a dit, donc, ce n'est pas un combat juste des hommes en armes. Cette semaine, on a vu des dizaines d'hommes armés qui attaquent encore dans la commune de Arbinda, 12 civils qui ont donc été tués et ces dizaines d'hommes armés qui s'éclipsent comme ça après leur forfait. On a parlé longtemps et on continue de parler de cette nécessité de la collaboration entre population et forces de l'ordre. Mais manifestement, quand on regarde des scènes comme ça, il est clair que ce message-là reste un vain mot. Oui, parce que dans la majorité des cas, ceux qui posent ces actes-là, ce sont des gens qui sont des nôtres. Vous avez vu dans les noms qui ont pu être donnés par moment, ce sont des nôtres. Et je pense que la situation du terrorisme ambiant doit nous imposer un autre comportement. Parce qu'ici, nous avons des comportements trop laxistes qui sont de nature à favoriser la pénétration des actes des terroristes. Par exemple, notre façon de vivre notre solidarité. Quelqu'un vient et dit non, je suis en train de voyager, la nuit est en train de tomber, je négocie quelque part pour dormir puis continuer ma route de mer. Vous recevez la personne, vous l'hébergez chez vous, alors que vous ne savez même pas qui est cette personne. La personne reste sur vous et parle commettre des actes. Également, ceux qui mettent des maisons en location. On loue des maisons à des gens sans chercher à savoir qui il est. Bon, et souvent on a des voisins qui ont des comportements un peu suspects, mais bon, on n'y prête pas attention. Je pense qu'il y a un certain nombre de comportements que peut-être qu'il faut que le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la Sécurité puissent essayer de dégager une ligne de conduite pour que nous puissions répercuter ça au niveau des populations là, pour les inciter à prendre part, à avoir un comportement citoyen dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Sans ça, ça sera un vain mot. Il y a donc l'état d'urgence qui a été prolongé de 6 mois par les élus, en tout cas de la nation, et le président de l'Assemblée nationale qui demande au gouvernement également d'élaborer une loi pour punir l'apologie du terrorisme. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant qu'homme de droit, vous estimez que c'est quelque chose qui manque dans l'arsenal? Je crois. Je crois parce que quand vous voyez certaines publications, on se demande clairement si les gens ne sont pas contents de ce qui se passe. Si les gens ne pensent pas pouvoir tirer un quelconque bénéfice de ces actes de terrorisme-là. Et je pense que c'est inadmissible.
personne ne peut tirer une situation positive d'une situation aussi catastrophique qu'est le terrorisme. Et donc, s'il y a des gens qui font des publications, qui tiennent des discours, qui sont de nature à faire l'apologie du terrorisme ou d'un quelconque crime, je pense qu'il est de bon ton qu'il y ait des sanctions qui soient prévues pour ces personnes-là. Regardez par exemple les journalistes qui ont une formation pour donner l'information, ils sont astreints à des obligations professionnelles. Et à côté, vous avez des gens qui n'ont aucune formation, mais qui se mettent sur la toile à donner des informations dont ils ne savent même pas d'où vient la source. Et qui peuvent être des informations très dangereuses. Est-ce que vous estimez qu'il y a trop de liberté aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il faut encadrer tout débat politique ou tout débat d'une manière générale. Le débat public doit être encadré. Je n'ai pas dit de porter atteinte à la liberté d'informer, mais j'ai de l'encadrer pour que ceux qui sciemment désinforment puissent être sanctionnés. Car autrement, on ne s'en sortirait pas. Parce que c'est le croustillant que les gens veulent vendre souvent et ils ne prennent pas le soin de s'assurer que c'est un travail sérieux qui est fait, c'est des informations crédibles qui sont données. Et ça, vous voyez, l'information, il faut la gérer avec beaucoup de tact, avec beaucoup de parcimonie. On voit également que là où quand même la loi existe sur cette apologie du terrorisme, souvent il est difficile de cerner ce que c'est que l'apologie du terrorisme, parce que comme quelqu'un le dit, les terroristes des uns ne sont pas forcément les terroristes Absolument. des autres. Absolument. Est-ce que là également, il n'y a pas quand même des risques un peu de dérive en voulant donc encadrer tout cela? C'est un travail de légistique. Ça veut dire que ceux qui doivent rédiger des textes de loi en la matière devront réfléchir pour voir quelles sont les réalités qui se passent chez nous et comment prendre ça en compte pour en faire des infractions sans que cela ne porte atteinte à la liberté d'expression et sans que cela ne laisse des individus faire l'apologie du terrorisme. Alors, Maître Yanogo, on va évoquer également l'actualité du procès, le procès du putsch de 2015. Vous êtes, je le rappelle, avocat de la partie civile dans ce procès-là. Beaucoup s'attendaient à ce qu'avec le passage à la barre des deux cerveaux présumés, donc les deux généraux, le général Gilbert Diendéré et le général Djibril Bassolé, la lumière en tout cas puisse être faite sur tout ce qui s'est passé donc, au cours de ce putsch-là. Mais manifestement, quand on regarde aujourd'hui, on a l'impression que on n'en saura jamais davantage. Je dois d'abord dire qu'en ma qualité d'avocat constitué dans ce dossier, je ne vais pas évoquer des questions techniques du dossier avec vous, parce que mes contradicteurs ne sont pas là pour m'apporter la réplique. Absolument. Et ça serait un peu déloyal de ma part de faire des développements sur l'attitude de leurs clients. Ce que je vais dire, c'est qu'il y a un dossier qui est là, avec les pièces, avec des éléments de preuve et qui doit être jugé. Maintenant, chacun adopte sa position pour sa défense. Le travail des avocats, que ce soit de la partie civile, que ce soit de la défense, ainsi que du parquet, c'est d'arriver à convaincre le tribunal d'abord sur la culpabilité ou non de ceux qui passent devant la barre, qui passent à la barre du moins. Et sur ce point, je pense qu'on doit se féliciter de ce procès-là. On doit se féliciter de ce procès parce que, vu sa taille, il n'est pas évident que partout, on puisse organiser des procès de ce genre. Et je pense que le procès se passe dans de très bonnes conditions. Et toutes les parties ont droit à la parole pour s'exprimer comme elles l'entendent. Mais vous, quand vous défendez la partie, est-ce que vous ne désespérez pas un peu de voir, parce que l'objectif également du procès, c'est quand même que la vérité se fasse. Mais quand on regarde jusqu'à présent, oui. L'un de vos collègues estimait que c'est un putsch sans père. Oui, mais dire que c'est un putsch sans père, ça signifie que personne ne veut s'assumer et puis le reconnaître. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des auteurs qui sont bien connus et que les faits identifient. Maintenant, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un vienne dire oui, c'est moi, effectivement, j'ai fait. Bon, ça demande un autre niveau peut-être de courage. Je ne sais pas si c'est de courage qu'il faut parler, mais en tout cas, vous verrez qu'à la fin, le tribunal vous dira quels sont les éléments qui attestent que telle personne a posé tel acte et qu'on puisse les sanctionner. Vous saluez en tout cas la tenue de ce procès, mais beaucoup d'autres estiment, en tout cas certains autres estiment qu'il aurait fallu peut-être une justice transitionnelle
au nom de la réconciliation, voilà, plutôt qu'une justice classique qui a pour vocation surtout de punir. C'est dommage que les gens pensent qu'on devrait passer par là. Parce que je le dis spécifiquement pour ce dossier. Parce qu'en 2014, les Burkinabés sont sortis pour demander un changement démocratique. Ils l'ont obtenu et un an après, des gens sortent pour remettre ça en cause. Les Burkinabés sortent pour dire non, nous voulons notre transition, nous voulons le changement démocratique que nous sommes sortis, verser notre temps pour avoir. Et des gens les contrarient avec des armes. Aujourd'hui, je suis de ceux qui sont contre que ce procès-là soit remplacé par une histoire de on s'entend, on donne de l'argent et puis on se réconcilie. Vraiment, je suis absolument contre. Pour que plus jamais quelqu'un ne pense que pour une raison ou pour une autre, il doit prendre des armes pour essayer de renverser un régime, à plus forte raison de le tirer sur des civils. Alors, Maître Yanogo, on va évoquer à présent le passage à la 5e République, qui est donc l'une des promesses du président du Faso pour 2019. Vous faites partie donc de cette commission constitutionnelle, mais aujourd'hui, votre travail est fini. Entre griffes, mais la question qui se pose, c'est le mode d'adoption de cette nouvelle constitution. Dans le contexte actuel, le débat qui se pose, c'est référendum ou pas référendum, parce que beaucoup pointent du doigt surtout donc, les milliards qu'un éventuel référendum devrait engloutir. Vous, aujourd'hui, quelle est votre position? Est-ce qu'il faut passer par l'Assemblée ou bien est-ce qu'il faut recourir au suffrage universel? Je pense que le référendum est la voie la plus démocratique qui soit pour adopter surtout un texte fondamental comme une constitution. Mais en l'étape actuelle, vu la manière dont le projet de constitution a été adopté, je précise que toutes les sensibilités du pays ont été associées à la rédaction de cette constitution, que ce soit les partis d'opposition, que ce soit les partis de la majorité, les associations de la société civile, les coutumiers, les religieux, toutes les sensibilités ont été associées à la rédaction de cette constitution qui a été, j'allais dire, arrêtée par consensus. On va aller aujourd'hui dépenser des milliards pour faire adopter cette constitution. Pourquoi? D'autant plus que le pays a besoin de cet argent-là pour les mettre dans notre sécurité à nous. Donc moi, ma position serait que les gens sachent raison garder et qu'on puisse essayer de faire adopter ça par l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ce ne serait pas une entorse à l'esprit qui a prévalu un peu au processus d'élaboration et d'adoption de cette nouvelle constitution? Juridiquement, est-ce que ça ne pose pas un problème? Quel problème? Parce que je pense que l'Assemblée peut adopter la constitution à partir d'une certaine majorité qualifiée. Donc je ne vois pas en quoi ça va être juridiquement un problème, à mon avis. Maître, il y a eu également la baisse du prix du carburant, notamment donc 20 francs sur l'essence et puis 30 francs sur le diesel. Alors comment vous jugez 83 francs sur le pétrole lampant? Oui. Voilà, en tout cas du côté de la CCVC, on estime que c'est une diversion de l'État parce qu'il faut revenir au prix d'avant l'augmentation. Je dois d'abord rappeler que le prix que nous avions avant l'augmentation avait été fixé suite à une baisse en 2016, si ma mémoire est bonne. Et dire également que nous sommes un pays qui est dépendant du coût du pétrole au plan mondial. Nous n'en produisons pas, nous partons payer aussi pour venir revendre. Et je ne pense pas que le gouvernement soit dans une posture de vouloir faire souffrir sa population. Et si les prix sont fixés par le gouvernement, c'est parce que le gouvernement a des éléments d'appréciation pour faire comprendre qu'il n'est pas pour l'instant en mesure de descendre en deçà de ce qui est fait. Et d'ailleurs, je suivis le développement du ministre du Commerce qui expliquait que si la tendance mondiale continue à baisser, il est certain qu'au Burkina aussi, ces tendances baissières-là vont être adoptées au bénéfice des populations. Actualité hors de chez nous cette semaine marquée donc par les résultats en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi donc, de l'UDPS qui arrive en tête avec 38%,
suivi de Martin Fayoulou de la coalition de la Mouka, et puis Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat, donc le dauphin de Kabila du Front commun pour le Congo, qui arrive donc avec juste 23% donc, de suffrages. Résultat tout de suite contesté par celui qui est arrivé deuxième, en l'occurrence Martin Fayoulou, donc qui estime que c'est un putsch électoral. Et donc, en tout cas, des propos corroborés un peu par l'avis de la CENCO, la conférence épiscopale donc, du Congo, qui estime également que les résultats annoncés par la CENI ne sont pas conformes à ceux, en tout cas, issus de son observation. Quelle est un peu l'analyse que vous faites de tout cela? D'abord, ce qu'il faut saluer en RDC, c'est la tenue même de ces élections en vue de consacrer l'alternance au pouvoir. Parce que ce n'était pas donné, le président Kabila a essayé de se maintenir au pouvoir. Et donc, il a été contraint, en tout cas, de respecter les termes de la Constitution, de ne pas se représenter et que sa succession soit faite de façon démocratique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut d'abord féliciter et ça fait comprendre qu'en Afrique, un peu partout, les changements antidémocratiques de constitution vont disparaître. Maintenant, pour ce qui concerne les résultats, je pense que la seule institution crédible qui doit donner les résultats dans un pays, c'est l'institution chargée d'organiser les élections, notamment la CENI pour nous, et je ne sais pas, pour eux aussi, la CENI. Donc, dès lors que la CENI proclame des résultats, s'il y a des contestations, je pense que les différents candidats ont la latitude d'exercer des voies de recours pour faire entendre leur voix. Est-ce que vous estimez que la CENCO, par exemple, est hors la loi, entre griffes, pas en proclamant, mais en annonçant également des résultats? On a vu aussi la France, notamment à travers son ministre des Affaires étrangères, qui a estimé que les résultats ne sont pas conformes, en tout cas à l'observation qui a été faite. D'abord, la CENCO, ce n'est pas une question de légalité ou d'illégalité, c'est des acteurs de la société civile qui peuvent également donner leurs avis. Mais leurs avis ne priment pas sur la position des institutions qui ont été mises en place par l'État pour organiser les élections. Ça, au moins, c'est clair. Bon, quant à la France, je ne comprends pas trop, mais je ne crois pas pourquoi la France va venir s'ingérer pour contester des élections. Vous imaginez la RDC contester les résultats des élections en France? Donc, je pense qu'il faut que nous, les Africains, nous puissions donner du crédit à nos élections et que quelqu'un ne vienne pas de dehors pour nous dire oui, vos élections-là, bon, nous, on a observé de loin, mais on pense que c'est pas. Certains pensent que c'est un deal entre Kabila et Félix Tshisekedi. Bon, je ne peux pas me prononcer sur ces éléments parce que je n'ai aucun élément d'appréciation. Je m'appesantis sur les éléments objectifs qui ont été donnés par la CENI et les différents recours qui sont ouverts à ceux qui pensent que les résultats ne sont pas exactement ce qui devait être proclamé. Actualité également marquée par ce coup d'État, disons, ou ce semblant, disons, de coup d'État, oui. Difficile de qualifier ce qui s'est passé en tout cas au Gabon, ouais. Où donc Odong Kelly Obiang et ses camarades ont fait irruption donc à la radio nationale et proclamé donc un coup d'État. Et je crois que ça a duré au grand maximum 2 ou 3 heures. Quand vous regardez ce qui s'est passé au Gabon, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? J'ai envie de dire que c'est des plaisantins parce que c'est pas. Enfin, je ne m'y connais pas un coup d'État, c'est sûr. Mais ce n'est pas de cette façon qu'on peut perturber une république. Non, mais plus sérieusement, ce que je crois, c'est que sérieusement, on condamne tous ceux qui pensent qu'il suffit d'avoir une Kalachnikov ou bien une grenade quelque part, les ramasser, aller, et puis on inverse tout, et puis on met en place un conseil de restauration ou quoi que ce soit. Non, il faut qu'en Afrique, on comprenne une bonne fois pour toutes que l'accession au pouvoir, la gestion de la chose publique doit être civilisée. Respecter les règles qui sont arrêtées pour que plus jamais on ne perdure encore dans ces formes de pratiques assez honteuses, à mon avis, que dans ces années encore, on trouve encore des gens en 2018, 2019 qui s'hasardent à faire des coups d'État. Mais il y a des gens qui estiment souvent qu'il y a des coups d'État salutaires, parce que quand vous avez quelqu'un également, un président qui est là, et qui ne respectent pas peut-être les règles qui sont édictées. On a vu par exemple le Gabon, beaucoup dénoncent justement le manque de vacances du pouvoir parce que la Constitution a été retouchée pour permettre en tout cas au président de demeurer au pouvoir, même si il est à l'extérieur depuis longtemps. Tous les peuples ont les dirigeants qui le méritent. Ici,
on n'a pas eu besoin d'un coup d'État salvateur. Le peuple burkinabé est sorti et a réclamé, obtenu ce qu'il voulait. Donc chaque peuple n'a qu'à s'assumer. Mais je pense que les civils, si c'est bien eux et qui sont détenteurs de la souveraineté nationale, c'est bien à eux de la revendiquer chaque fois que c'est possible. Mais maintenant, laisser l'armée venir parce que prendre le pouvoir pour le donner aux civils, ainsi de suite, je ne crois pas au coup d'État salvateur. Je pense toujours que le peuple a toujours des moyens légaux d'arriver à faire respecter ou à conserver sa souveraineté. Maître Yanogo, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce soir. Okay. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci donc, pour votre disponibilité une fois de plus. Voilà, mesdames et messieurs, sur la brèche pour ce soir, c'est tout. Merci pour votre attention. Je vous retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro.